mais il y a tout de même des failles qui ont tendance à s'agrandir, qui font que le scrutin du 23 mars n'est pas forcément évident pour Netanyahou, même si les sondages continuent de donner au Likoud 30-32 sièges. Et comme chaque lundi, nous allons à présent faire un tour d'horizon de l'actualité politique et plus particulièrement de la campagne électorale pour les prochaines élections du 23 mars en Israël. Et pour cela, nous sommes avec Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par un événement qui a eu lieu hier. Un événement, il faut dire si on en avait parlé il y a quelques années, aurait fait vraiment la une des journaux. On aurait vu des diffusions qui auraient été faites de différents points hier toute la journée par les télévisions israéliennes. Et hier, c'est passé, on va pas dire inaperçu, mais presque inaperçu, c'est les élections primaires au Parti travailliste et l'élection de Merav Michaeli, avec pour cette nouvelle chef donc du Parti travailliste, un parti qui est dans une situation plus qu'incertaine, en tout cas dans les sondages. Tout à fait. Un sondage d'hier, datant d'hier, donne à peine la possibilité au Parti travailliste de passer le seuil d'éligibilité, c'est-à-dire de recueillir 3,25% des voix, mais c'est incertain parce que les sondages précédents ne lui donnaient pas cette possibilité. Donc, le Parti travailliste est devenu un groupuscule qui oscille, comme d'autres groupes très minoritaires, au seuil de la Knesset. Alors, ce qui est intéressant et ce qui illustre cet affaiblissement considérable, puisqu'il faut rappeler aux auditeurs qu'il y a quelques décennies, le Parti travailliste formait à lui seul des coalitions. Il avait entre 40, 45, et dans certaines années 50 députés à la Knesset. Aujourd'hui, quand on parle du seuil d'éligibilité, on parle de 2, 3 ou 4 députés. En fait, il y a un chiffre qui dit tout. C'est hier, donc, Merav Michaeli a été élu avec 26% seulement de participants. Il y a eu un taux de participation de 26%, c'est-à-dire le quart. Sur un nombre d'inscrits assez dérisoire, en fait, le nombre de gens qui avaient le droit de voter pour ce parti, 37 000 militants. Et elle a recueilli 77% des voix, ce qui est tout à son honneur, mais avec seulement 9 651 suffrages. Lorsqu'on cite ces chiffres, on parle franchement, encore une fois, d'un groupuscule. Alors, l'objectif de Michaeli, ça va être évidemment essayer de reconstruire son parti. Elle a déclaré qu'elle essaierait, pour éviter une bérésina aux prochaines élections du 23 mars, de s'associer avec le nouveau parti, les Israéliens, à Israélim du maire de Tel Aviv, Huldaï, ce qui n'est pas encore acquis. Et puis, ce qu'il faut noter aussi en ce qui concerne son élection, c'est qu'elle est dans une situation tellement difficile pour l'ex-grand parti de gauche. Elle est la troisième femme à diriger ce parti après l'illustre Golda Meir et Shelly Yashimovic, qui avait aussi dirigé le parti il y a quelques années. Donc, elle n'aura pas la tâche facile. Alors, Richard, je voudrais quand même essayer de comprendre. Vous nous avez rappelé la grandeur du Parti travailliste avec des pointes jusqu'à 50 députés à la Knesset. Et puis, il faut bien entendu aussi rappeler que c'est un des partis fondateurs de l'État d'Israël. Comment on explique cette situation aujourd'hui? C'est quoi? C'est les dirigeants qui se sont succédés, qui ont fait des erreurs? Écoutez, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, il y a eu toute une époque, après le Mahapar et la victoire du Likoud, donc au début des années, à la fin des années 70, 77, 79, eh bien, il y a eu, si vous voulez, pendant tout un temps, pendant 2 décennies, il y a eu une scène politique israélienne qui était dominée par la bipolarisation, un grand parti de gauche, un grand parti de droite, et le reste était simplement des appoints pour former des coalitions. Or, on est complètement sorti de cette période. D'abord, il est vrai que le Parti travailliste a perdu des plumes consécutivement à la période d'Oslo, qui a posé de nombreux problèmes pour certains militants, les accords d'Oslo. Et puis ensuite, il y a eu petit à petit l'émergence de partis centristes. Et la semaine dernière, on évoquait le fait qu'aujourd'hui, c'est même la surinflation avec 5 partis
de gauche ou de centre, enfin en tout cas de centre ou de centre-gauche. Et donc, si vous voulez, le système de bipolarisation a fait son temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui un parti, comme un petit peu aux États-Unis, entre guillemets, un parti conservateur et un parti de gauche. C'est plus du tout la carte israélienne. Et en fait, même s'ils n'ont pas pu former un parti influent, les personnalités du centre et du centre-gauche ont érodé finalement et ont pris la place du Parti travailliste de manière éparpillée, puisqu'ils ne s'unifient pas pour l'instant et ils vont aller aux urnes le 23 en ordre plus ou moins dispersé. Alors, je voudrais parler d'un autre sujet, un sujet qu'on a vu aussi hier. C'est sans doute pas un hasard, c'est la présentation simultanée des programmes économiques de Benjamin Netanyahou et de Gideon Sa'ar face à la crise du corona. Et ça a été fait le même jour. Et je suppose que ce n'est pas un hasard. Vous savez, dans la présentation par les politiques de leur plan économique, ça fait penser à une phrase de l'époque française quand il y avait justement les critiques de la gauche ou du Parti communiste vis-à-vis de soit des socialistes qui présentaient leur programme, soit de la droite, avec à l'époque Giscard. Un jour, l'ancien chef du Parti communiste, Georges Marchais, avait dit c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est-à-dire que les deux personnes qui ont présenté hier leur programme économique. Alors, il y a toute une liste, je vais vous en faire l'économie, c'est le cas de le dire, mais disons que c'est surtout ce qui diffère le plan en nombreux points présentés par Netanyahou et avec son ministre de l'économie, en tout cas du Trésor, des finances, Israël Katz. Ce qui diffère ce plan du plan de Sa'ar, si vous voulez, c'est la manière de présenter les choses. Parce que sur le fond, tout le monde veut aider les sans-emploi, tout le monde veut aider les PME, notamment dans le domaine du high-tech, qui est un des domaines les plus compétitifs pour Israël et qui a quand même subi des pertes pendant toute cette période, presque un an. Et en fait, ce sur quoi insister Netanyahou, c'est à nouveau l'aide de cadeaux qui seront faits à chaque citoyen à raison de 750 shekels aux gens sans emploi, et avec aussi une aide familiale de 500 shekels à partir du 4e enfant dans les familles nombreuses. Et puis évidemment, toujours Dixit Netanyahou, une aide aux PME et aux entreprises qui ont perdu 25% de leur rentrée pendant cette période. Alors, ce que propose Gideon Sa'ar, c'est un plan plus ramassé en 5 points, avec un ordre de priorité moins axé sur, disons, l'aide personnelle de ces ma'anakim, de ces cadeaux qu'on fait, entre guillemets, de ces subventions personnalisées qui sont faites aux Israéliens sans emploi. Le plan de Sa'ar est plus, je dirais, axé sur la relance sectorielle, pas seulement dans le high-tech, mais dans le secteur productif de l'économie. Bon, franchement, chacun s'est livré un exercice de style, mais finalement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec des nuances et avec un liant qui change et une présentation qui change. Il n'y a pas d'énorme différence entre cette manière de voir les choses au plan économique. Alors, pour terminer, dernier sujet de cette chronique, Richard, on a parlé au début du Parti travailliste et de la gauche israélienne, mais à la droite aussi de l'échiquier israélien, il se passe aussi pas mal de choses. On a vu cette semaine l'élection d'une femme aussi à la tête d'un parti, du parti religieux avec Hagit Moshe. Et on a l'impression que Benjamin Netanyahou a du mal à contrôler cette partie de l'échiquier israélien. Ben oui, ce qui faisait la force de Netanyahou, ce n'était pas simplement jusque-là sa capacité à s'associer d'autres courants politiques et à manœuvrer habilement, notamment avec les partis orthodoxes. On dit entre parenthèses, les émeutes, même si elles sont faites des émeutes, comme signalé tout à l'heure, et qui continuent depuis une semaine, dans le secteur Haredi et certains mouvements assez extrémistes en son sein, eh bien c'est une situation, c'est des tableaux médiatiques qui gênent beaucoup Netanyahou parce que c'était fait fort jusque-là
je dirais, de rallier les partis orthodoxes et de former un bloc avec eux. Or là, bon, d'abord, ce qui s'est passé la semaine dernière, vous le citiez, mais c'est quand même important, il y a eu des ralliements de personnalités au parti de Guidon Sa'ar, au parti concurrent donc du Likoud, qui montre qu'effectivement Netanyahou perd progressivement, et jusqu'où on verra bien, mais perd progressivement une partie de son emprise sur la droite israélienne, parce que il allait vers les Haredim parce qu'il avait la droite dans sa poche. Or aujourd'hui, on a vu la semaine dernière l'ancien député et ministre Benny Begin, le fils du prestigieux Premier ministre Menachem Begin, qui s'était plus ou moins retiré de la vie politique, qui est revenu au premier plan, si on peut dire, en ralliant le parti de Guidon Sa'ar. Et puis, plus grave pour Netanyahou, il y a eu plusieurs défections parmi les habitants juifs de Judée-Samarie, qui étaient assez nombreux au sein du Likoud. Il y avait des personnalités qui soutenaient Netanyahou, malgré sa politique hésitante d'ailleurs en ce qui concerne non seulement l'extension de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, qu'il a mis de côté pour lui préférer les accords avec les pays arabes comme les Émirats arabes unis, le Bahreïn, etc. Mais aussi et surtout parce qu'il avait promis depuis des années de légaliser les campements dits illégaux au regard de la loi israélienne et donc et que ça, il le ferait de semaine en semaine. Il ne l'a jamais fait. Et donc, il y a déjà les fruits amers de cette hésitation qui sont recueillis par Guidon Sa'ar, puisque la semaine dernière, deux personnalités importantes au moins sont passées du côté donc de Guidon Sa'ar. Il y a eu d'abord et c'est pas une petite chose, le chef du conseil de Judée-Samarie qui s'appelle David Eliani, qui était un membre de longue date du Likoud, qui est passé véritablement avec Guidon Sa'ar en critiquant justement les hésitations de Netanyahou sur les avant-postes illégaux. Et puis une autre personnalité importante dont on a beaucoup parlé, c'est Danny Dayan, qui était l'ancien président de ce conseil et qui était surtout consul général à New York d'Israël, un poste diplomatique important. Eh bien, il est passé lui aussi du côté de Guidon Sa'ar avec un grand reproche fait à Netanyahou de ne pas avoir une politique claire en ce qui concerne la présence juive et la légalisation de la présence juive en Judée-Samarie. Ce sont quand même des indices, parce que si ça craque du côté plus ou moins des Haredim, au niveau des alliances avec le Likoud, et si aussi à droite, Netanyahou n'est pas sûr de son fait, cela confirme l'analyse que nous commencions à élaborer la semaine dernière, à savoir qu'il y a non pas une fin de régime, on n'en est pas là, mais il y a tout de même des failles qui ont tendance à s'agrandir, qui font que le scrutin du 23 mars n'est pas forcément évident pour Netanyahou, même si les sondages continuent de donner au Likoud 30-32 sièges, ce qui est de loin la première position, le premier rang au niveau de ces sondages. Il n'est pas dit que d'abord ça se maintienne, et puis aussi il n'est pas dit que si les partis du centre arrivent à trouver une plateforme commune, et si Guidon Sa'ar et Yamina s'associent ensemble, il n'est pas du tout dit que le Likoud gardera le même niveau d'intention de vote, mais ça on le verra que dans 2 mois. Eh bien, on continuera à voir ensemble cette campagne et analyser cette campagne électorale pour les élections du 23 mars. Merci Richard Darmon d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci et bonne journée.